quelle était la proportion des gens qui passaient par l'OFPRA qui obtenaient effectivement le statut, si vous avez un chiffre en pourcentage. Et d'autre part aussi, moi je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de Soudanais en France. Je suis étonnée de voir cette filière-là. Je devais imaginer plus vers l'Angleterre et surtout d'entendre qu'il y en a pas mal dans la région. Est-ce que vous pouvez me dire par où ils arrivent? Est-ce qu'ils arrivent surtout par la Libye ou par quel circuit est-ce qu'ils viennent en France, qui n'est pas le premier pays logique, si je puis dire, pour leur trajet? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Il y a une partie de la question que je vous laisserai répondre, peut-être la CIMA. Pour le pourcentage, je crois que c'est 30%, mais j'en sais rien. Mais il faudra le préciser. D'où ils viennent? Alors, ils viennent par la Libye, ou ils viennent aussi par la Grèce, hein, beaucoup. Turquie, Grèce. Par la Libye, encore par l'Espagne maintenant, donc le Maroc, l'Espagne, de plus en plus. Hein. Ils arrivent en France par l'Espagne, par l'Italie, et puis par l'Europe centrale, enfin les pays quand ils arrivent par la Grèce, ils traversent l'ensemble des pays quittés par la Grèce, de l'Italie. Voilà. Madame Touliana a parlé à un moment donné de retour, quelqu'un qui est renvoyé en Italie et qui a été ensuite renvoyé dans son pays au Darfour. Et parce que encore un accord très curieux des pays européens concernant les demandeurs d'asile, la personne qui vient demander l'asile dans l'espace économique européen, dans l'espace Schengen, doit demander l'asile dans le pays par lequel il est rentré. C'est ce qu'on appelle les accords de Dublin. Il rentre par l'Italie, par l'Espagne, par la Grèce. Voilà. À propos du nombre, je ne sais pas, je crois que c'est... Oui, ce sont des chiffres très approximatifs. Et on dit en gros qu'il y a 1/6 des demandeurs d'asile qui obtiennent un statut au niveau de l'OFPRA et encore 1/6 rattrapé au niveau de la CNDA. Donc en gros, c'est donc 1/3 des demandeurs d'asile qui obtiennent un statut, les autres sont déboutés. Juste, je rajoute une dernière question. Est-ce que vous savez, est-ce que dans vos associations, vous avez connaissance de beaucoup d'autres collaborations avec des chercheurs, des ethnologues ou des spécialistes comme Madame Toubiana? Est-ce que vous savez si ça se fait beaucoup, s'il y a beaucoup de ce type de collaboration? Ça existe au niveau de l'OFPRA en tout cas. L'OFPRA tient à jour des dossiers sur chaque pays et c'est beaucoup avec l'aide de ces chercheurs que ça se met en place. Mais dans nos associations, on en a connu quelques-uns. Nos associations, on a des associations expertes qui sont la CIMAT, qui sont experts sur le droit des étrangers, qui sont la LDH pour d'autres choses, qui sont la ITE aussi. On a des associations qui travaillent là-dessus, sur le droit des étrangers en général. Oui, mais par exemple, la maison de la Méditerranée, comme c'est appelé, des sciences de la Méditerranée, il y a beaucoup de chercheurs aussi qu'on connaît et qui nous informent sur certains pays, sur certains... C'est assez informel, il n'y a pas vraiment de... Je me souviens par exemple d'une Yéménite qui demandait l'asile. On a beaucoup travaillé avec la maison des sciences de la Méditerranée parce qu'elle était elle-même chercheur dans ce cadre-là. Je voudrais vous informer, peut-être que certains d'entre vous ont lu dans le Monde d'hier une interview de M. Darmanin et de notre ministre du Travail qui s'appelle Busson au sujet du projet de loi concernant l'immigration qui sera voté en début de l'année prochaine. Et ce projet, ce projet est très inquiétant.
dans le film les décisions de l'OFPRA, qui sont souvent révoltantes, parce qu'elles présument toujours que les demandeurs d'asile sont des menteurs et qu'ils ne savent pas, que tout ce qu'ils disent c'est sujet à caution. Et on a vu à quel point, dans ce film-là, le rôle de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, permet de rectifier les choses. Et bien dans le projet de la loi sur l'immigration, il y a plusieurs points qui sont menaçants pour le droit d'asile. Déjà que, bon, on a vu que la situation n'est pas brillante. Mais, par exemple, le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA vaudra une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français systématiquement, automatiquement. Jusqu'au moment où il y a un recours à la CNDA, mais il n'y a que 15 jours pour faire appel, alors qu'actuellement, il y a un mois. Le nombre de ce qui est imprécis, parce que bon, ça vient de sortir, mais le nombre de catégories de recours à la CNDA sera réduit de 12 à 4. Ça veut dire qu'il y aura une réduction drastique des possibilités de s'adresser à la CNDA pour avoir un recours. Les chambres de la CNDA seront installées, réparties sur tout le territoire, avec un juge unique et la possibilité d'organiser des audiences en vidéo sera généralisée. Je ne sais pas si vous imaginez, on peut imaginer ce que ça veut dire. Non seulement c'est déjà tellement difficile de s'adresser à un tribunal en direct, mais par vidéo, ce sera encore plus difficile. Et d'une façon générale, ce projet vise à faciliter de toutes les manières possibles l'expulsion des étrangers. Qu'est-ce qu'il dit dans cette interview, Darmanin? L'idée est de savoir combien de personnes nous voulons sur notre sol, ce qu'on exige d'elles pour s'intégrer et comment on maîtrise l'immigration familiale. Et il fait référence à l'assassinat de la petite Lola. C'est-à-dire qu'il reprend l'argument de Marine Le Pen et de Zemmour, liant l'assassinat de cette petite fille à statut à l'immigration. Alors, le projet prévoit la réduction des droits relevant de la vie familiale. Par exemple, sera supprimée la loi qui empêche l'expulsion des personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Les personnes sous OQTF, c'est-à-dire qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français, seront suivies par les préfectures. Le préfet veillera
à leur rendre la vie impossible, dit Darmanin. Et elles seront inscrites dans un fichier de personnes recherchées. C'est-à-dire qu'il s'agit bien, même si il nie, Darmanin, de l'établissement du délit de séjour irrégulier. Et on peut légitimement craindre que les personnes qui aident les étrangers en situation irrégulière risquent d'être poursuivies aussi. Je suis pessimiste, mais en réalité, plutôt du réalisme quand on sait qui sont les gens qui nous gouvernent. Voilà. On reste un peu optimiste quand même, sinon on s'arrête. Je voulais répondre, on n'a pas répondu tout à l'heure à la dame qui s'étonnait que les gens du Darfour arrivent en France. Parce que, de façon générale, on croit que les gens viennent en France parce qu'ils ont décidé de venir en France depuis le départ. En fait, ils n'avaient aucune idée. Là, on voit bien dans le film que les gens, ils quittent le Darfour pour essayer de survivre. Donc, ils se retrouvent au Tchad ou en Libye. En Libye, ils sont pris dans de telles conditions qu'ils sont poussés vers la mer, par exemple. Au bord de la mer, ils retrouvent des tas de gens de toute l'Afrique qui s'embarquent. Ils ne savent pas où ils vont s'embarquer. Ils s'embarquent, ils arrivent en Italie, où il y a aussi énormément de monde. Et petit à petit, ils sont poussés comme ça de pays en pays. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en France. Mais au départ, ils n'ont jamais entendu parler de la France. 80% de la migration africaine reste en Afrique. Elle se fait dans les pays limitrophes, du pays fui. C'est bien en Europe que 20% des gens qui fuient leur pays ou qui fuient la terre, ou qui fuient la faim, ou qui fuient, voilà, ou les mariages forcés, ou l'excision. Voilà. D'autres questions? Alors, un petit peu d'optimisme quand même, parce que faut bien continuer. Voilà. Donc on va continuer malgré tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues et malgré l'ambiance générale, il faut qu'on continue. Il y a des associations créées par les gens eux-mêmes pour se voir, pour se conforter. Par des gens, par les demandeurs d'asile. Oui. Alors les demandeurs d'asile. Alors c'est une question intéressante. Au collectif Agir, on s'est posé une grosse question qu'on n'a pas trouvé toutes les solutions, c'est qu'on faisait peut-être un peu trop pour eux et pas assez avec eux. Il se trouve qu'il y a à Marseille une association qui a été créée par des demandeurs d'asile, qui trouvaient qu'ils étaient mal reçus par l'OPRA, l'ASPADA. L'ASPADA, c'est le premier lieu d'accueil où ils doivent se faire enregistrer. Ils trouvaient que ça se passait très mal et ce sont des demandeurs d'asile qui ont créé une association qui existe encore. Et ils sont allés même beaucoup plus loin. Ils ont finalement été reconnus un peu par l'OFII, puisqu'ils ont été reçus 2 fois par l'OFII, l'Office français d'immigration, et et l'intégration, je vais dire d'insertion, et d'intégration. Donc ils sont reconnus. Et puis ils ont, il y a 6 mois, squatté un immeuble qui était vide à Marseille, et ils ont créé un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, avec l'aide d'organismes comme la Fondation Abbé Pierre, IACHE, etc. Le propriétaire temporaire de l'immeuble a dit d'accord, pour un certain temps, et normalement ça s'arrête bientôt, donc il faudrait qu'ils trouvent une autre solution, mais voilà, c'est une réponse. Eux, enfin, ceux-là, et il y en a qui sont dans le collectif Agir et qui font partie de cette association aussi, de demandeurs d'asile, ils se bougent, mais ils font des choses entre eux, les réseaux, non, le terme n'est pas bien parce qu'on entend souvent autrement, mais les groupes ethniques, les groupes, ils se retrouvent à Marseille, à Aix, c'est moins confortable pour eux, il leur faut du temps parce qu'ils ont perdu un peu leur relais et leurs amis, je ne sais pas, ceux du même pays. À Marseille, ils se retrouvent beaucoup, ça fonctionne bien. Le téléphone, autrefois on disait le téléphone arabe, moi je dirais plutôt
le téléphone africain ou le téléphone des réfugiés fonctionne bien, hein, pour connaître les endroits où c'est comme ça qu'ils arrivent. Il y en a qui arrivent au collectif, hein, parce que le téléphone fonctionne. Voilà. On accueille maintenant plutôt des gens qui viennent de Briançon. On a accueilli pas mal de la Roya maintenant qui viennent de Briançon. On est en contact avec eux. Ou qui viennent de l'Iran, d'Afghanistan, maintenant c'est encore beaucoup de Turquie. Comment s'appelle cette association, si jamais Les usagers de la SPADA, alors association des usagers de la SPADA, vous regardez comme ça, association des usagers de la SPADA, il y a un truc plus... Oui, c'est la fin au début, elle s'appelle comme ça. Alors la SPADA, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile, c'est l'endroit, c'est le lieu, qui est un lieu à Marseille, qui est géré par une association, qui a eu passé un marché avec l'État, hein, une association qui est payée pour ça, où ils arrivent pour dire « je suis demandeur d'asile ». La SPADA va leur donner un rendez-vous, leur prendre un rendez-vous avec la préfecture et l'OFII. C'est la SPADA qui va faire cette démarche-là. Donc ils vont aller à la préfecture, à l'OFII. À la préfecture, on va leur prendre leur identité, vérifier en prenant leurs empreintes, de savoir par quel pays ils sont rentrés, pour les renvoyer éventuellement là-bas. Voilà. Et puis ils vont passer à l'OFII qui va leur dire leurs droits en France. Leur droit, c'est d'être hébergés, qui est le cas pour à peu près 45% dans notre région, les autres sont dehors. Leur droit, c'est de toucher une allocation de demande d'asile, qui est pour quelqu'un qui est hébergé par l'État dans un CADA, donc, enfin, dans un centre d'accueil demandeur d'asile, qui a plusieurs formes, qui est autour de 220 € pour un adulte. S'il n'est pas hébergé, qui est autour de 420 €, bon, à peu près. Donc l'OFII leur délivre ce droit-là. Jusqu'à il y a quelques années, l'OFII les inscrivait à la CMU, le droit à la protection. Vous savez que ça fait partie des choses qui ont changé, vous ne savez pas. Maintenant, il faut qu'ils attendent 3 mois. Pendant 3 mois, ils n'ont pas de couverture. Hein. Comme ça, bon, voilà, il paraît que c'est mieux. Donc, voilà. Et la SPADA, ils sont domiciliés. C'est-à-dire que leur adresse officielle pour la préfecture est à la SPADA de Marseille, c'est rue Cougit à Marseille. Et c'est leur domiciliation officielle. Quand ils reçoivent un avis, maintenant, ça se passe tout par Internet. C'est dématérialisé, ça devient très compliqué pour eux. Mais voilà, c'est ça la SPADA. Et c'est donc ce lieu où il y a des queues tous les matins, on peut aller voir. Moi, chaque fois que j'y vais, je fais des photos. Ils vont déménager, mais la queue ne s'est pas améliorée. Des enfants qui dorment dehors, hein, pour avoir la place le matin, la queue de bonne heure. Bon, c'est ça, ils y sont nombreux parce qu'ils vont chercher leur courrier, parce qu'ils vont s'inscrire, parce qu'ils vont faire leur premier récit qui va être envoyé à l'OFPRA, parce que voilà, c'est un lien important et obligatoire. Donc eux, voilà. Qu'est-ce que... Oui, je ne sais plus quelle était votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. C'est pour une annonce, parce qu'il y a le maire de Riace qui arrive à Marseille, je crois que c'est ce samedi, là, le 5. Du coup, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez taper sur Internet, réseau hospitalité. Voilà. On reçoit toutes les infos de réseau hospitalité. Il y a beaucoup d'associations sur Marseille qui travaillent, hein, qui sont en lien avec des demandeurs d'asile. Merci beaucoup, bonsoir.